Voilà, merci Jules Léa Kenya d'être venu vous prêter à ces questions-réponses sur le plateau de Nuit TV Plein Phare, l'interview. Je pense que le plaisir est partagé et nous n'avons qu'un rêve d'avoir pour partenaire Nuit TV parce que déjà il faut signaler que le 23 janvier, nous serons bel et bien à Lobo pour commencer le travail avec les populations et les autorités pour l'implantation réelle du Technopole. Parce que la date prévisionnelle d'inauguration est fixée pour le mois de décembre. Et nous voudrions bien croire que le chef de l'État, comme il l'a fait par le passé, viendra couper ce ruban symbolique pour davantage galvaniser la jeunesse et honorer le monde agricole comme il l'a fait lors du comice agro-pastoral de Bolova. Merci donc, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de votre programme Plein Phare, l'interview. Merci d'avoir suivi, restez scotchés sur les programmes de Nuit TV. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Plein Phare, l'interview. Le rôle de la coopération internationale dans la relance de la production et de la croissance pour un Cameroun émergent à l'horizon 2035, telle a été la thématique du premier congrès ordinaire de l'Association internationale jeunesse en marche pour le développement, congrès tenu à Yaoundé du 11 au 13 décembre 2013. Pour revenir sur les enjeux de ce rendez-vous de Technopole de l'émergence Horizon 2035, sur les tracés des sillons de la révolution agricole au Cameroun, Plein Phare, l'interview reçoit le président du bureau exécutif de l'Association internationale jeunesse en marche pour le développement. Jules Léa Kenya est l'invité de Plein Phare. Jules Léa Kenya, bienvenue sur Plein Phare, l'interview. Disons déjà un salut fraternel à tous vos auditeurs, aux autorités de la République et à tout le monde agricole et paysan camerounais. Voilà, avec vous, vous organisez dans le cadre de votre association un congrès ordinaire sur le rôle de la coopération internationale dans la relance de la production et de la croissance au Cameroun. Quels sont les piliers d'une telle thématique Disons que les piliers d'une telle thématique sont déjà énoncés à travers la formulation du thème, à savoir la coopération internationale a un rôle fondamental, un rôle essentiel à jouer dans la relance de la production. Parce qu'il faut déjà, aller chercher les financements là où ils se trouvent, et de deux, il faut se préparer pour conquérir les marchés. Parce qu'on ne peut pas uniquement produire tel que nous envisageons au niveau du Technopole, uniquement pour la consommation intérieure. Et le véritable enjeu était celui de créer un environnement favorable à ce que l'agriculture puisse véritablement migrer vers la seconde génération, telle qu'a évoqué le chef de l'État au récent comice agro-pastoral. Et je voudrais ici insister sur la nécessité de mettre la science, la technique et la technologie au service de la production. Et on ne doit pas non plus oublier l'intelligence économique. Vous savez, l'apport industriel, l'apport intellectuel est un facteur extrêmement important. Or, la production camerounaise pourrit dans les champs, effectivement, parce que l'aspect labellisation n'existe pas. Le côté normatif, le côté standardisation n'est pas pris en compte par les producteurs. Donc, nos producteurs, venant de tous les horizons, ont estimé qu'il fallait travailler suivant les règles de l'art, être compétitif au plan national et international, et à cet effet, il fallait s'approprier de tout l'environnement nécessaire et de tout l'outillage utile pour qu'on soit véritablement dans le standard de la Chine, de l'Inde, des États-Unis, de la France et tout.
Votre organisation, à côté du document de stratégie pour la croissance et l'emploi prôné par le gouvernement camerounais, vous avez, vous, le document des stratégies de la relance de la production, de la croissance sociale et économique. Est-ce qu'il n'y a pas de dichotomie ou bien c'est une histoire de complémentarité? Moi, je pense qu'on doit être cohérent. Le chef de l'État imprime une politique, il donne l'orientation. Tous les acteurs doivent aller dans ce sillage-là. Il est comme un bulldozer qui déblaye un chemin que tout le monde doit emprunter. Alors nous estimons que le chef de l'État a donné une vision. Et alors, il ne peut pas donner la vision et agir en même temps. La société est organisée, il y a la société civile, il y a les acteurs de l'économie, la population, le gouvernement. Chacun doit faire son travail. Et c'est à ce niveau-là que nous, de la société civile, avons estimé qu'il faut passer à l'offensive. Parce que le Cameroun regorge paradoxalement beaucoup d'intellectuels bien formés dans nos universités, mais qui malheureusement sont à la recherche de l'emploi. Alors que l'emploi, il y en a, au point où parfois des étrangers viennent trouver de l'emploi chez nous. C'est un paradoxe. Je prends le cas de l'université Yaoundé 1 qui forme où on a des masters en production végétale, en production animale, en sciences de l'environnement et dans le secteur économique qui disent qu'ils ne trouvent pas l'emploi. Pour nous, c'est un paradoxe, alors que tout est à faire au Cameroun. Le Cameroun, c'est comme un Eldorado vierge où chacun doit venir occuper ses espaces pour pouvoir investir, créer de la richesse, créer de l'emploi. Et ça, tel a été notre leitmotiv durant les 5 premières années de notre existence, 2008-2013. Donc le congrès est aussi un moment d'évaluation pour savoir le chemin parcouru et ce qu'il nous reste à faire. Et des objectifs fixés en 2008, nous les avons réalisés à plus de 97%. Donc aujourd'hui, il était question de mettre sur pied un nouveau plan d'action pour les 5 années à venir. Bien entendu, que nous avons endossé à la politique du chef de l'État. Voilà, vous parlez de sciences, de technologie dans la transformation, dans la production, à travers ce que vous appelez technopole de l'émergence Horizon 2035. Est-ce qu'on peut savoir c'est quoi ce technopole-là pour l'émergence ? Disons déjà que le technopole, en fait, est une zone économique. Et Dieu merci, le chef de l'État a promulgué la loi régissant les zones économiques, c'était le 16 décembre 2013. C'est une zone économique où des entrepreneurs sont appelés à investir dans un cadre légal et réglementaire bien précis. Alors, nous constatons que l'économie camerounaise est à grande majorité informelle. Il faut la formaliser. Et pour la formaliser, il faut commencer à créer des cadres. Je prends un exemple, la production. Si je prends le cas, par exemple, du rhizopole que nous démarrons en janvier au niveau de Lobo. Il ne suffit pas de demander aux producteurs de produire et de croiser les bras. Non. Nous devons construire la chaîne pour que l'industrie du riz décolle, l'économie du riz devienne véritable. Que le riz produit sur le marché se retrouve dans les supermarchés au Cameroun et à l'international. Pour cela, il faut déjà commencer à voir quelles sont les normes et les standards. La norme existe, nous allons nous rapprocher de la norme pour pouvoir travailler, évaluer la qualité nutritive de ce riz comparativement au riz pakistanais, au riz vietnamien, au riz indien, au riz chinois et tout cela, et pouvoir maintenant étiqueter le riz du Cameroun et pouvoir le vendre à l'export, comme l'a fait la Cameroun Development Corporation avec Banana Makossa. Oui, il y a un canevas, il y a des standards qu'il faut respecter. Et puisque le producteur ne maîtrise pas tout ce process, il est question que nous construisons des chaînes et qu'à chaque niveau de la chaîne, chacun soit appelé à faire son travail pour arrêter un peu cette exploitation de l'homme par l'homme qui accourt chez nous, où le producteur doit porter les légumes de bananes, partie de Lobo, partie de Bamenju, partie du Nord pour venir vendre à Yaoundé. Non, le producteur doit se cantonner à la production, le conservateur à la conservation, le transformateur à la transformation, le stockeur au stockage, le vendeur, ainsi de suite. On doit rentrer dans une professionnalisation. Vous savez, l'économie est segmentée. Les gens ne peuvent pas se retrouver à tout faire au même moment et à la fois. C'est ce qui justifie notre faible productivité, notre faible rentabilité. Et dans ces problèmes-là, vous avez évoqué les moyens certainement de communication, mais moi je voudrais qu'on s'apesantisse un peu sur le transfert de technologies, ces machines industrielles, puisqu'il s'agit d'une révolution au Cameroun. Et on a l'impression que c'est resté dans le jargon du discours. Monsieur Eba, je voudrais déjà que nous commençons à faire déjà une certaine clarification. J'ai adressé un mémoire au chef de l'État en 2011 où il était question de l'appropriation. Les industries, les machines se construisent. Nous avons des mécaniciens hors pair.
au Cameroun et dans la diaspora, capables de construire des machines adaptées. C'est d'abord une question de concept. Vous savez, la science, il faut d'abord avoir la science, avant maintenant de voir comment la décliner sur le plan, physique, sur le plan réel, pour répondre aux besoins de la société, aux besoins de l'économie, aux besoins de ci ou bien aux besoins de cela. La science, nous ne l'avons pas. Une moissonneuse et batteuse de l'Arizona ne nous sera d'aucune utilité en forêt équatoriale. Il faut des machines adaptées. C'est pour cette raison qu'il faut s'approprier de la science et pouvoir la décliner pour répondre aux besoins de terrain. Et je voudrais vous dire que j'ai fait une étude comparée des économies. Quand je vois un pays comme la France, les États-Unis, je les admire beaucoup. Mais ce qui m'intéresse, comment est-ce qu'ils ont fait pour être à cet état? J'essaie de m'approprier de leur approche, de leur démarche, de leur process, et c'est ça que nous allons implémenter. Est-ce que cela va permettre au Cameroun donc de sortir du statut d'assistanat, puisqu'il est toujours assisté et je suis désolé, au devant de la puisque scène. le programme Jeunesse en marche pour le développement, qui est la branche locale de nos activités, en 5 ans, nous n'avons reçu aucune subvention, ni de l'État, ni des partenaires internationaux. Nous avons travaillé et nous avons atteint des objectifs à 97%. Là où les gens n'avaient pas cru qu'il était... Il existe une ingénierie locale qu'il ne faut pas sous-estimer. Et je voudrais une fois de plus vous dire que le Chinois ne viendra jamais développer le Cameroun. Quand je comprends les Camerounais disent que c'est mieux avec les Chinois, c'est mieux avec les Américains, tous sont là pour chercher leurs intérêts. Ils ne pourront pas défendre nos intérêts. C'est à nous qu'il revient de nous approprier de la science, de la technique, de la technologie et de mettre au service de notre pays. Et au niveau du technopôle, effectivement, nous avons déjà conçu tous les mécanismes, tout le schéma. Bientôt, Lobongo Mapubi vont sortir de terre. Et ce n'est pas tout. Il y a des technopoles connexes. Ici, au niveau de Yaoundé 2, Samelima, Banganté, Bamendiou, Batiam, Maton, Moudeba, Douala 4, Bafam, Makenene. Donc, en fait, c'est un conglomérat et chaque technopole connexe a une spécialisation très précise. On parle de science et de savoir, ce n'est plus de la sorcellerie. On apprend, on sait comment les autres ont fait pour être à ce stade. Nous aussi, nous allons procéder de la même manière, on va arriver à ce stade-là. Donc, pour nous, il n'est pas question de l'assistanat, il est question d'aller d'égal à égal. Nous avons les mêmes potentiels. Il faut seulement se donner du temps. Et le chef de l'État a fixé le cap à l'horizon 2035. Mais nous estimons que si toutes les forces en présence sont mises en place, on pourrait même arriver avant l'échéance fixée par le chef de l'État. Je vais vous prendre un exemple quand vous parlez de financement. Est-ce que vous trouvez normal qu'un Camerounais construise une duplex de 400 millions de francs alors que dans sa propre famille, il y a des gens qui meurent à cause d'un compromis de 1000 francs du palais. Et je voudrais qu'on vienne donc sur la question du financement, puisque lorsqu'on parle de révolution agricole, on ne va pas utiliser la roue du village, il va falloir financer. Comment le Technopole compte donc financer ces activités, quitte à participer à cette révolution agricole dont vous parlez? Moi, je pense que la problématique du financement se décline plutôt en ingénierie. Il y a des sciences financières. L'argent, on l'a à tout moment, on l'a partout. Ce n'est que la problématique de l'approche. Alors, nous avons, dans un premier temps, pensé d'abord à l'apport interne. Maintenant, il y a l'apport en nature. Il y a l'apport en industrie. Maintenant, il y aura l'apport des gros capitaux. Nous l'avons segmenté. Ce qui est déjà faisable à notre niveau, nous l'avons déclenché au niveau du Congrès. Maintenant, au niveau de l'apport personnel, nous avons un travail à faire avec les populations riveraines. Puisque c'est une économie qui se veut inclusive et non exclusive, comme l'économie libérale. Et on doit travailler avec les populations. C'est un apport qu'on peut capitaliser. Maintenant, nous avons mis sur pied une société de microfinance qui va ouvrir les portes dans les tout prochains jours, à savoir les mutuelles paysannes et agricoles pour le développement, les MPAD. À partir de là, maintenant, on va pouvoir ramener dans le système bancaire tous les gens qui sont exclus du système financier. Et cette masse, elle est extrêmement importante. Maintenant, nous avons un plaidoyer à mener en direction de ces gros commerçants qui exportent nos devises à travers les exportations massives de denrées alimentaires qu'on peut produire localement.
Et enfin, je vous en prie, et enfin, nous allons utiliser toutes les techniques financières pour aller sur le marché financier, trouver des financements. Donc moi, je pense que sur un plan purement procédural, tout est mis en œuvre. Et nous n'allons pas négliger aussi les appuis et les subventions que l'État donne à travers le ministère de l'économie et de la planification, le MINADER, le MINEPIA et bien d'autres. Donc, toutes les ressources sont là. Il faut simplement créer un environnement favorable et les forces vont arriver au fur et à mesure. Voilà, on promeut les sociétés coopératives au Cameroun. Vous aussi, dans le cadre de votre association, vous mettez en place cette société. Et on sait que la microfinance au Cameroun a des problèmes. Il y en a des établissements qui ferment. Ça porte un problème de discrédit au niveau de ces organismes qui ont en charge la petite économie, qui vont vous sortir de l'informel pour le formel. Comment vous allez crédibiliser votre société vis-à-vis de vos Moi, je pense que nous avons parlé de la science, la technique et la technologie. Comment voulez-vous que des gens sans formation puissent se lancer dans une activité et se comporter en professionnel? Il faut qu'on arrête avec le banditisme professionnel que parfois je vois. Prenons le cas du sport. Quelqu'un n'a jamais été dans une organisation, dans une école, ne connaît rien du sport, on le parachute à la tête d'une fédération sportive. Vous voulez qu'il produise quel résultat? Je suis désolé, ce n'est qu'à l'image de ce que nous voyons. C'est comme si vous partez prendre, c'est pas moi, une bayamsé, là, vous l'habitez sur un plateau de télé, de présenter un journal. C'est pas possible. Nous avons mis en place un certain nombre de mécanismes au niveau de notre association. La formation est prioritaire. Si vous allez dans le Nyon Ekele, dans la Liki, dans les hauts plateaux, dans le Map Inubu, où nous avons exercé pendant les 5 dernières années, les populations vous disent on commence par la formation avant d'arriver à n'importe quoi. La preuve en est que vous ne pouvez pas être agréé dans notre technopole sans avoir une formation requise. Il faut mettre fin à la sorcellerie que moi je vois dans l'économie, où quelqu'un peut partir de rien, devenir multimilliardaire. Non, l'économie c'est une science. On parle des sciences économiques. Et il faut rentrer dans les prérequis de la science. Voilà, lorsque vous parlez de formation, d'avoir une formation, c'est dans votre institut ou bien vous êtes ouvert, puisqu'on sait que le gouvernement camerounais a également des instituts qui forment en matière agricole. Est-ce que vous parlez de formation, c'est uniquement dans le cadre de votre association? Il y a d'abord la formation de base. La formation de base peut s'opérer à la faculté des sciences agronomiques de Tchang, à la faculté des sciences, des gestions et tout ce que cela comporte. Maintenant, il faut pouvoir s'approprier la vision. Il faut maintenant pouvoir intégrer le circuit qui est en train d'être mis en place. Il faut une seconde formation. Et là, je pense qu'au niveau de l'université agricole que nous avons pris soin de mettre sur pied, c'était pour régler toutes ces problématiques qu'on devrait rencontrer dans la mise en œuvre. Parce qu'il faudrait que nous ne voulons plus avoir des produits des produits semi-finis. Il faut avoir des produits finis. Donc, il faut donner une formation intégrale aux opérateurs. Qu'on soit agriculteur à la base, qu'on soit manager au sommet, il faut être formé à cette vision, à cette dynamique. Je prends un exemple. Quand le chef de l'État, par exemple, a dit émergence horizon 2035, mais il fallait bien que nous nous approprions de cette politique. On a travaillé pendant des mois, pendant des années pour s'en approprier, pour pouvoir aussi sortir notre document endossé à cette vision. Donc, il faut qu'on arrête le charlatanisme où n'importe qui monte sur des plateaux et raconte n'importe quoi. Il faut pouvoir décliner la vision en activité pratique. Monsieur Keigne, lorsqu'on regarde cette formation, on regarde cette initiative de booster la production, la transformation de l'économie camerounaise, on se demande, votre association, vos activités sont à l'endroit des petits paysans ou des messieurs de la grande classe? Qui est interpellé par votre activité? L'activité est interpellée par le producteur. Qu'on soit de la petite classe, qu'on soit de la grande classe. Je ne sais pas ce qu'on appelle pas petite classe, parce qu'on appelle grande classe. Moi, j'ai connu des paysans formidables dans les campagnes, avec des philosophies, avec des visions, avec des activités extraordinaires. Ce que vous appelez grande classe, parfois, ça laisse à désirer. Vous voyez un monsieur qui a conçu une grosse diplôme, mais quand vous y allez, quand vous abordez la personne, elle est vide. Donc, la formation intéresse le producteur. Nous voulons avoir des acteurs de terrain. Le Cameroun souffre, on spécule beaucoup au Cameroun, mais sur le terrain, on ne trouve personne. On forme des ingénieurs, des techniciens dans les écoles d'agriculture, à la faculté de Ngaoundé et tout. Sur le terrain, ce sont des débrouillards, des gens abandonnés à eux-mêmes.
Et je voudrais vous faire une petite révélation. En 2009, le gouverneur de la région du Centre, représenté par le conseil aux affaires sociales, est venu lancer le plan Exode urbain. Nous avons déjà mis en place un ensemble de mécanismes qui visent à déporter la jeunesse qui est marginalisée en ville vers des campagnes pour produire la richesse, pour créer des emplois. Il y a toute une vision là-dessus au niveau de notre organisation. Et nous estimons que la jeunesse mérite mieux que ce dont elle est victime au niveau des marchés Mokolo Central, à Douala, Mbopi et tout, Makepe, avec cette histoire de lutte contre le désordre humain. Nous avons pensé que c'est un plan global. Donc il n'y a pas question de petits. Ces enfants qui ont le doctorat, qui ont la maîtrise, sont dans les rues, ne sont pas des grosses têtes. Quel est alors le critère de grandeur? Est-ce une grosse cylindrée? Je m'en moque. La cylindrée ne m'intéresse pas. Et nous voulons même aller plus loin en demandant au ministre de l'économie et des finances de surtaxer les articles de luxe et plutôt d'exonérer les articles de la production. Donc nous pensons qu'il y a même un transfert de compétences qui va être mis sur pied pour que plutôt on voit débarquer au port de Douala plutôt des industries de transformation, des machines pour la mécanisation et tout ça. C'est possible. Qu'on arrête avec les voitures de luxe qui ne nous apportent rien en termes de plus-value. Voilà, vous avez parlé que votre premier congrès ordinaire, il s'agissait de faire le bilan des 5 années d'existence. Lorsque vous parlez de la réalisation de vos ambitions à plus de 80%, est-ce que vous allez dormir sur ce satisfait-ci? Ou bien quel est l'avenir de l'Association internationale de jeunesse en marche pour le développement? Moi, je pense que s'engager dans un appel comme celui du chef de l'État exige de très gros sacrifices. Donc je pense que notre congrès nous a ramenés à zéro. On est en train de recommencer. On ne peut pas, donc pour moi, les 97% sont même déjà oubliés. On est dans un commencement. Oui, c'est peut-être dommage, on n'a pas eu à beaucoup communiquer par le passé pour des raisons d'ordre financier, mais nous avons dit qu'on va faire actuellement avec les médias pour se rendre plus visible. Ce qui est absent sur ce plateau. Très peu de personnes savent ce que nous avons fait dans les campagnes, ce que nous avons fait pour l'économie. Est-ce que vous savez de ces mémoires au chef de l'État pour la reprise du comice agropastoral? Nous avons mené un lobby pour que le paysan camerounais soit valorisé, qu'il retrouve son honneur et sa dignité. Nous avons travaillé dans ce sens-là. Ce n'est pas les responsables de la Chambre d'agriculture qui me démentiraient. On a fait un travail de l'ombre. Et nous avons, en créant le technopôle de l'émergence Horizon 2035, basé en Gorma Poubi Lobo, coordination à régime spécial, nous avons placé sous le très haut patronage du chef de l'État parce qu'il veut de l'action. Son action doit être rendue visible. On doit arrêter avec le banditisme politique où des gens vont sur des plateaux bavarder pour avoir des hauts postes. Que des gens descendent sur le terrain montrer ce qu'ils font. C'est ça qu'on a besoin. On n'émerge pas dans les discours, on doit émerger dans des actes, on doit émerger dans des faits. Quand je vois Jerry Eba sur un plateau de télévision qui présente un talent, voilà une action concrète. Alors on ne doit pas venir tous les jours sur les plateaux, je suis docteur en ceci, je suis docteur. Vous savez, j'ai mes étudiants récemment, ont discuté, me disaient, monsieur Kenye, vous êtes quelqu'un de très simple. Je leur disais, non, moi je suis un professeur de la rue. Je préfère ne pas être diplômé de je ne sais quoi, mais décliner les idées en actes réels. Et ça, c'est le fruit de plus de 23 années de recherche de terrain, dans l'informel, dans les campagnes, dans presque 8 régions du Cameroun. Donc, je sais de quoi je parle. Voilà, merci Jules Léa Kenye d'être venu vous prêter à ces questions-réponses sur le plateau de New TV Plein Phare, l'interview. Je pense que le plaisir est partagé et nous n'avons qu'un rêve d'avoir pour partenaire New TV, parce que déjà il faut signaler que le 23 janvier, nous serons bel et bien à Lobo pour commencer le travail avec les populations et les autorités pour l'implantation réelle du technopôle. Parce que la date prévisionnelle d'inauguration est fixée pour le mois de décembre. Et nous voudrions bien croire que le chef de l'État, comme il l'a fait par le passé, viendra couper ce ruban symbolique pour davantage galvaniser la jeunesse et honorer le monde agricole comme il l'a fait lors du comice agropastoral de Bolova. Merci donc, mesdames, messieurs, c'est ici que prend fin cette autre édition de votre programme Plein Phare, l'interview. Merci d'avoir suivi, restez scotchés sur les programmes de New TV. À bientôt.